Merci à tous, bienvenue pour cette session de restitution des études chaîne de valeur. Je laisserai François Grimaire expliquer la genèse de cette étude. Juste un petit point de présentation de l'Alliance 7 très rapidement. L'Alliance 7 est une fédération qui regroupe 9 secteurs de l'industrie alimentaire, notamment sur l'épicerie et la nutrition spécialisée. C'est à peu près c'est 24 millions de chiffre d'affaires, dont 25% à l'exportation, plus de 400 entreprises et autour de 55 000 emplois directs. Les missions de l'Alliance 7, c'est d'accompagner, de promouvoir et défendre les intérêts de nos secteurs et des entreprises et de les accompagner sur leur quotidien selon toutes les différentes thématiques, que ce soit de la réglementation étiquetage sanitaire, social, économique. Voilà, on est au service de nos entreprises pour les accompagner sur les différents enjeux auxquels ils font face. Je pense que je sais pas s'il y a une slide de plus ou pas. Non, bon écoutez, je laisse la main. Alors, excusez-moi pour le nom, à François Grimaire. Oui, pardon. Oui, merci Marie. beaucoup. Oui, c'est bien. Je te laisse la main pour que tu présentes la genèse de cette étude et puis ensuite on passera la main aux équipes de Business France qui ont en fait réalisé cette étude et merci au financement de François Grimaire sans quoi cette étude n'aurait pas eu lieu. D'accord. Bonjour. Merci beaucoup du coup de nous laisser l'opportunité de présenter rapidement la genèse de cette étude aujourd'hui. Donc, je vais décrire rapidement le contexte de réalisation de l'étude et puis après, je laisserai Business France vous présenter plus en détail l'étude. Donc, on va passer environ 45 minutes pour chaque pays avec une présentation pour chaque pays de 20-25 minutes. Et puis après, comme Nelly le disait, suivi de questions. Donc, en tout, on prévoit à peu près 1h30 de réunion. Et puis, si ça dépasse un peu, on verra. Donc, l'étude chaîne de valeur commerciale est une étude commanditée par François Grimaire et réalisée par Business France. Ça ne change pas là. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez penser à couper tous vos micros, s'il vous plaît? C'est enregistré, merci. D'accord. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Marie. Merci beaucoup, Nelly. Donc, l'étude de chaîne de valeur commerciale est une étude commanditée par François Grimaire et réalisée par Business France, qui étudie les chaînes de valeur commerciale sur 3 marchés. Cette étude est parue fin avril et a notamment été restituée lors des journées Export Agro du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et de Business France le 7 avril. D'ailleurs, c'est une restitution que vous pouvez voir en replay si vous le souhaitez. Il s'agit d'une étude multifilière et multi-pays qui comprend un volet spécifique aux produits d'épicerie. Hop là. L'objectif de cette étude est de comprendre quels sont les coûts d'approche vers plusieurs marchés phares, c'est-à-dire donc à l'ensemble des activités en termes de transport, importation, commercialisation, distribution, permettant l'acheminement d'un produit français de son port d'origine jusqu'au consommateur final étranger. Cela exclut les phases de production et de transformation. Donc, cet objectif sous-entend plusieurs questionnements qui sont notamment quel maillon compose la chaîne de valeur, quels points ont-ils et quels services assurent-ils et quelle fourchette de marge faut-il prévoir pour rémunérer chaque maillon. Donc, cette analyse doit constituer un outil pratique d'aide à la décision pour les entreprises exportatrices telles que les entreprises présentes aujourd'hui et leur permettre de savoir s'il est opportun pour elles de se lancer sur l'un des marchés concernés ou bien d'améliorer leurs performances si elles sont déjà présentes. Donc, pour cette étude, nous nous sommes concentrés sur 3 marchés considérés comme porteurs, les marchés chinois, allemands et américains, qui sont parmi les premiers clients de la France en fait. Donc, il s'agit d'un pays de l'Union européenne et de 2 pays tiers qui représentent de gros marchés, notamment pour les produits d'épicerie. Donc, Business France va vous présenter aujourd'hui les chaînes de valeur commerciale sur les marchés allemands et chinois. Et le marché américain sera présenté demain, donc de 16h à 17h.
Et je laisse maintenant la place aux équipes de Business Mons et que je remercie de nouveau pour la réalisation de cette étude et cette restitution aujourd'hui. Et puis je remercie de nouveau du coup à Lancet pour cette réunion ce matin. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez, Merci, c'est en Marie. plein écran maintenant? C'est en plein écran, c'est parfait. Super. Oui, bonjour, Ok. vous Alors, m'entendez? je me demande Oui. si je vais passer au-delà de ces slides, puisque bon, l'Allemagne est plus connue que la France. L'Allemagne, la surface est plus petite, mais la population est plus grande. Il y a beaucoup de gens, ou plus qu'en France, qui habitent dans les zones urbaines. 80% par rapport à 66% des Français. La densité moyenne de la population, c'est 235 habitants par kilomètre carré, etc. C'est un pays fédéral avec une large autonomie politique des 16 régions qui s'appellent Länder. C'est un pays riche avec un pouvoir d'achat un peu plus élevé qu'en France, mais la part du budget consacrée à l'alimentation est plus faible qu'en France, 12% en Allemagne et 15% en France. Voilà, et puis voilà, le pays est, vous avez une séparation est-ouest, ou une différence est-ouest. À l'ouest, c'est ce que j'appelle le croissant fertile, hein, à l'ouest du pays. Voilà, voilà. La grande distribution allemande, vous en avez entendu parler, je suppose aussi. C'est très concentré. Très concentré. Les 4 plus grands groupes réalisent 74% de la chiffre d'affaires, 74% des parts des marchés. C'est les 5 que vous voyez ici, Edeka, Rewe, Schwarz, Aldi, et puis il reste quand même 87 autres chaînes et enseignes qui, eux, réalisent 26%, le reste. Donc, toutes les groupes ont des activités multiformats, c'est-à-dire ils ont des supermarchés ou hypermarchés et des discounts. Edeka a le discount à Netto, Rewe à Penny et Schwarz, c'est Lidl. Schwarz, c'est le groupe Kaufland et Lidl. Et puis les 2 Aldi, c'est uniquement du discount, etc. Les centrales d'achat pour Edeka et Rewe, vous avez des centrales nationales et régionales. Ces 2 groupes sont des coopératives et les commerçants indépendants, là-dedans, ils sont le moteur de ces 2 enseignes. Et le commerce en ligne se développe, mais sur un niveau relativement modeste. Bien sûr, pendant cette période de Covid, beaucoup de gens ont commandé en ligne, soit chez Rewe directement, mais aussi par des coopérants, parce que, par exemple, Edeka travaille avec le groupe Picnic, c'est un groupe néerlandais. Et puis, la marchandise vient d'Edeka et Picnic prend les commandes sur une plateforme vraiment très bien faite et livre avec tout petits camions. Ils ont plein de petits entrepôts, mais leur chiffre d'affaires, c'est toujours en rouge. Hein, donc, beaucoup d'investissements, mais pas encore une chiffre verte ou noire. Quelques mots sur la taille du marché. Bon, la production allemande, elle est très importante et très axée sur l'export en volume. Plus que 50% sont exportés et en valeur, même plus que 60%. Voilà. La taille du marché, donc l'offre intérieure, c'est 3 millions de tonnes et la valeur, c'est 9 ou presque 10 milliards d'euros. Voilà. Le tableau en bas, alors le développement des ventes par catégorie en 2021. C'était sur toutes les catégories. Et là, moi, je regarde chocolaterie, snacks salés, confiserie de sucre et biscuiterie, moins 0,6%, sauf les snacks salés.
bon, en volume, sauf les snacks salés, il y a une hausse de 2% par rapport à l'année précédente, par rapport à 2020. Voilà. Oui, malheureusement, en Allemagne, les prix des produits sucrés sont les plus bas en Europe. Une comparaison de Nielsen, je crois, c'était Nielsen a montré ça. Le moins cher en Allemagne pour une corbeille. Ils ont construit une corbeille avec des marques qui sont présentes partout. France, c'est en dessous de la moyenne. Et le prix moyen en Europe pour cette corbeille, oui, c'était 27,20 € et par rapport à l'Allemagne pour 20,41 €. Voilà, le plus cher en Norvège. Vous trouvez ça, c'est Nielsen, oui, c'est Nielsen Preisbarometer, vous trouvez ça. Il y a, je trouve intéressant les résultats d'une enquête consommateur sur les produits à tendance, on va dire. La question était: achetez ou consommez-vous des produits sucrés spécifiques? Des produits avec moins de sucre, 31% disent oui. Sans sucre, 22%. Moins de graisse, 19%. Produits végétariens, 15%. Produits végans, 15%. 47% quand même ont dit non, je n'achète ni ne mange aucune de ces variantes. En bas, vous voyez plein de logos qui, c'est des arguments vendeurs. En plus, voilà, le cacao certifié UTZ un chocolat responsable, Fairtrade, le bio et les végans, les produits végans, même si parfois vous dites, mon produit a toujours été végan, mettez le logo parce que les consommateurs, oui, ils cherchent ça, même si c'est pas parfois pertinent de le mettre, mais oui. Voilà, maintenant 4 slides sur les 4 catégories de produits. La chocolaterie, volume des importations allemandes, plus 340 000 tonnes. La place de la France parmi les fournisseurs, c'est la 6e place et son part de marché, sa part de marché, c'est 8,5%. La biscuiterie, 43 000 tonnes, place de la France 4 et part de marché 11,4. Volume des importations pour les confiseries, c'est 186 tonnes, 1000 tonnes, place de la France, la 9e place, et part de marché 3,3. Pour les snacks salés, c'est volume d'importation 850 000 tonnes, place de la France 16, part de marché 1,1. Pourquoi c'est aussi faible? Parce que ici, dans cette catégorie, vous avez toutes les fruits à coque qui viennent essentiellement de la Turquie, États-Unis, etc. Bon, en passant peut-être par les Pays-Bas, parce que c'est le 3e pays dans cette ranking. Voilà. OK, la concurrence de la France, bien sûr, c'est les producteurs allemands. Et puis les multinationales, Nestlé, Mondelez, Mars, Unilever. Vous avez toujours l'impression devant un rayon. Excusez-moi, il y a une marmotte dans la gorge. Devant un rayon de produits sucrés, on a toujours l'impression, il y a beaucoup de marques, beaucoup de choix. Non, c'est relativement. Derrière, il y a peu de grands groupes. Vous avez ici et là des produits aussi d'autres origines, des sociétés indépendantes.
excusez-moi pour un moment. Voilà. Un pays très fort, c'est les Pays-Bas. Leur part des importations progresse régulièrement. Ils ont une offre à prix concurrentiel et innovante. Ils connaissent très très bien le marché allemand. Bon, c'est un pays voisin aussi. Ils sont très commerciaux. Leur part de marché, tous segments confondus, à l'importation est à environ 16%. Mais il faut voir que, il faut prendre note que les multinationales, mais aussi les producteurs français, parfois possèdent des sites de production aux Pays-Bas. C'est pour ça que aussi dans les stats, ça paraît une origine importante. La Pologne est le 7e producteur agroalimentaire en Europe, sur tous les segments confondus. Le secteur agroalimentaire polonais est en croissance depuis les années 80 et ils ont un équipement industriel performant, très, très neuf et performant et un coût de production bas. Après, bien sûr, pour le chocolat, c'est la Belgique. Les États-Unis, c'est surtout le numéro 1 pour les snacks salés et fruits secs à coque. L'Italie et les produits italiens font souvent directement concurrence aux produits français par leur style méditerranéen et sont souvent jugés moins chers pour la même qualité. Voilà, OK. Sur ce SWOT, je voudrais uniquement m'arrêter sur les opportunités, parce que bon, après, les forces, les faiblesses, c'est important de regarder ça. Mais les opportunités, il y a une prise de conscience des consommateurs allemands de la qualité des produits alimentaires et une montée en gamme du marché. Bon, légère, parce que aussi, si on dit premium en Allemagne, c'est pour les Français peut-être moyenne gamme. Donc, tout est relatif. La montée en puissance continue des produits sucrés avec moins de sucre ou sans sucre, moins de graisse, des produits végétariens, produits végans et biologiques. Ce sont, comment dire, des segments ou sous-segments puisque le marché allemand il est relativement stable, il y a peu de croissance extrême ou baisse extrême. Donc, des segments comme les segments cités, végétariens, végans, etc., il y a un peu plus de croissance. Donc, voilà, si vous avez la possibilité de développer un produit pour ce segment, ce sera une opportunité. Les opérateurs de la grande distribution allemande se sentent trop dépendants des grands groupes multinationaux et se rabattent sur les MDD et les marques moins connues, les startups, etc. Donc, chacun a sa carte à jouer, a priori. Pour se différencier de la concurrence, la grande distribution allemande recherche des produits innovants, souvent proposés par des startups. Innovants, d'accord, mais pas trop innovants non plus. Donc, il faut toujours avoir un lien. La plupart des consommateurs restent quand même relativement conservateurs. L'offre française en produits de convenience sains dans le domaine du snacking salé et sucré est très développée et répond aux attentes des consommateurs allemands, à notre avis. Voilà. En ce qui concerne, oui, voilà, ce tableau-là, je voudrais mettre l'accent sur une question logistique. La solution la plus sécurisante est de passer par un importateur grossiste. Certes, vous pouvez travailler en direct, mais les coûts, ils restent quand même quelque part dans cette chaîne chaîne logistique ou de distribution. Les importateurs grossistes sont souvent spécialisés dans un circuit et une gamme de produits, au moins un des deux.
et ils redistribuent ensuite l'offre parmi les centrales, les points de vente et les petits opérateurs. Les importateurs grossistes disposent souvent d'entrepôts et livrent les entrepôts des enseignes ou les points de vente en direct. Voilà. Et puis, l'autre focus, je voulais mettre sur voilà, le troisième point, chaîne de valeur. Le montant d'une marge commerciale est influencé par différents facteurs. C'est rien de nouveau, je suppose que je vous dise ça. Par exemple, la situation concurrentielle dans le rayon où vous voulez être avec votre produit, les volumes et la rotation d'un produit, la notoriété d'une marque, une top A marque ou pas, la valeur ajoutée d'un produit, bio ou végan, voilà. Le commerçant cherche un produit avec une bonne marge, aussi bien en pourcentage qu'en euros, comment dire, montant absolu. Bonne marge et une bonne rotation. Si le prix final est globalement immuable à cause de la situation concurrentielle, à cause des prix existants dans le rayon, la marge commerciale ne peut être augmentée que par une baisse du prix d'achat. Si le fournisseur ne peut pas baisser les prix, il peut proposer des services complémentaires à son client. Un processus de commande plus simple, des emballages qu'on peut facilement diviser et manipuler, fournir la meilleure documentation possible pour le commerciaux, etc. Donc, c'est le service plus qui peut faire la différence. Les activités des intermédiaires, grossistes ou détaillants, ont des coûts. Et si on dit marge ou majoration, c'est pas un bénéfice, il y a des coûts. Une étape des négociations consiste à dresser la liste de leurs activités et à les évaluer. Les activités pourraient inclure le transport, la manutention, emballage et déballage, le stockage, le financement, marketing, vente. Très souvent, les importateurs grossistes, ils ont des key accounts en interne, mais ils ont aussi un réseau d'agences commerciales qui frappent vraiment à chaque porte, la porte de chaque supermarché pour dire, voilà, regarde, il y a un produit X qui est référencé. Monsieur chef de rayon, tu veux pas le commander? Sans ça, on n'arrivera pas à avoir une visibilité. Et même avec ça, il faut travailler plusieurs années. Voilà, le tableau, oui, avec les chaînes, les maillons, les différents circuits d'importation et de distribution des produits sucrés. Alors oui, comme on l'a vu pour la Chine, ce tableau se lit de gauche à droite, les producteurs français à gauche. On peut avoir éventuellement des intermédiaires en France, mais c'est pas très visible. On peut avoir des conditionneurs et des agences de sourcing MDD. Ça peut être très important. Alors les importateurs, après. Pour moi, les maillons le plus important, c'est les maillons 1, les metteurs en marché. Les importateurs grossistes, produits sucrés et ou épiceries sèches, fournissant la grande distribution. J'ai volontairement séparé les fournisseurs de la grande distribution avec plus bas les importateurs grossistes fournissant le commerce spécialisé. Voilà. Voilà. Alors, les importateurs grossistes fournissant la grande distribution, alors les leaders sont peut-être Guinoport et Top Food, des gens comme ça. Je dirais qu'il y a une quarantaine de ces importateurs grossistes. Et oui, leur service, ils proposent une offre de service complète, importation, c'est leur métier d'ailleurs d'importer, tout ce qui est évaluation de l'étiquetage, le stockage,
éventuellement le recolisage, et puis la commercialisation, le marketing. Ils travaillent vraiment les marques. Et bien sûr, ça a un coût. Et ils fournissent toute la grande distribution. Ils fournissent en partie aussi le commerce spécialisé. Ils fournissent, ils peuvent fournir tous les circuits de distribution. Hein. Et puis, oui, intéressant pour les produits sucrés, c'est surtout aussi l'impulsion, ce qu'on appelle le circuit impulsion, station de service, kiosque, etc. Les centrales d'achat, la marge des importateurs, peut-être, parce que oui, ça c'était la question de l'étude. Alors, c'est entre 20 et 45% en fonction des services qu'ils proposent. Les centrales d'achat, ils peuvent emporter en direct. Alors, il y a environ 90 centrales d'achat, une forte concentration, on l'a vu, des top 5 qui réalisent plus de 75% du chiffre d'affaires. Un approvisionnement en direct est possible pour MDD et produits à forte rotation. Parce que les entrepôts, ils sont pleins. Ils ne prennent pas des spécialités avec une faible rotation. Ça, il faut passer par les importateurs. Et l'approvisionnement, très souvent, pour ces produits-là, avec les centrales en direct, c'est un approvisionnement en flux tendu pour un flux tendu. Les centrales, c'est national ou pour EDKRE, il y a aussi des régions, des centrales régionales. Leur marge, ou la majoration, c'est pour les produits de marque entre 40 et 60%, pour les marques de distributeurs entre 30 et 40%. Voilà. Ensuite, les importateurs grossistes pour des produits sucrés, épiceries sèches, produits secs, fournissant le commerce spécialisé. Alors là aussi, je dirais, il y a une quarantaine de toute taille. Hein. Ils sont parfois relativement petits, avec une équipe très petite, une équipe interne. Il y a par exemple Choco Gourmet, IMV Spezialitäten, le terroir, etc. Ils ciblent en particulier le commerce spécialisé, comme j'ai dit. Leur rayonnement est quand même national. Hein. Et puis, leurs services, ils sélectionnent une gamme de spécialités, ils importent, ils stockent, ils distribuent les produits aux détaillants et ils apportent des services de conseil aussi. Leur marge est entre 25 et 45%. Pas plus haut que pour la grande distribution. Ensuite, rapidement, les importateurs grossistes fournissant la restauration, les Keschenkeri, ils sont très nombreux puisqu'ils travaillent de manière très locale ou régionale, environ une centaine, dont la plupart, est régionale. Leur marge pour les grossistes, c'est 25-45% et pour les Keschenkeri, entre 30 et 60%. Voilà, en ce qui concerne la distribution au client final, le chiffre à côté ici à droite, c'est le chiffre d'affaires du commerce de détail en pourcent. C'est pas la marge là, c'est la. Alors on voit que les produits sucrés, ils sont surtout vendus à plus que 40% dans les discounters. Après, à presque 30% dans les supermarchés. Les hypermarchés, il n'y en a pas beaucoup en Allemagne. C'est 18% environ. Et magasins de convenience et les stations de service, 3,4%.
Commerce spécialisé, traditionnel, les épiceries indépendantes, ce secteur ou ce petit monde-là, c'est toujours un peu difficile parce que c'est pas vraiment dans les stats, c'est des estimations, tandis que les statistiques ou les chiffres de la grande distribution, ça arrive directement chez les Nielsen ou GfK, puisque voilà, ils travaillent avec les données des caisses, puisque les chaînes eux-mêmes sont intéressés de savoir où ils en sont avec leur positionnement sur le marché. Mais le reste, oui, et c'est relativement faible. Mais bon, épicerie indépendante, 2,5%. Commerce d'alimentation, boissons, tabac, environ 2%. Autres épiceries, 1,1%. Commerce non alimentaire et mixte, par exemple les drogueries comme Rossmann ou DM, 1,8%. Vente à distance, e-commerce, 0,4%. Et il y a aussi le vending, les distributeurs automatiques, mais ça c'est pour des produits vraiment très connus de marque. C'est pas pour introduire forcément un produit. Restauration hors foyer, pas de chiffres. Bon, c'est le petit biscuit à côté du café, peut-être rarement un petit chocolat, mais voilà, ça se limite à ça. Alors, pour les marges, les discounters, pour les marques, et si je dis marques pour les discounters, c'est des marques vraiment très connues, nationales, parce que normalement, oui, ça dépend. Aldi a surtout ses propres marques et il référence que des marques très très connues, par exemple la Haribo ou des marques de Ferrero. Le reste, c'est leur propre marque. Et les marges pour les marques, c'est entre 30 et 45%. Les marges pour les MDD, c'est entre 25 et 45%. Pour les supermarchés, les marges pour une marque, c'est entre 10 et 60%. Et justement, ça dépend quel positionnement a cette marque et tout dépend de ça. Avec une marque qui est très connue et qui tournera probablement mieux, la marge peut être plus faible. Pour une marque qui ne génère pas autant de chiffre d'affaires, probablement, il faut mettre plus de marge. Oui. Voilà. Pour les MDD, c'est pour les supermarchés entre 30 et 40%. Pour les hypermarchés, et c'est identique, hein, les marges sont identiques. Pour les marques, entre 10 et 60. Pour MDD, entre 30 et 40%. Les magasins de convenience, stations de service, c'est entre 50 et 65%. Pour le commerce spécialisé, les épiceries indépendantes, c'est même entre 30 et 100% selon les témoignages des importateurs. Pourquoi? Parce que, bon, il y a les derniers mètres, on dit toujours, c'est les plus chers. Voilà, c'est les plus chers, les plus longs. Et si vous avez une épicerie fine au centre-ville, déjà la surface, la location est plus chère. Et tout ça, ça rentre bien sûr dans le calcul. Commerce alimentaire, boissons, tabac. Les marges sont entre 50 et 65%. Pour les autres épiceries, entre 30 et 100%. Le commerce mixte, par exemple les drogueries et le commerce non alimentaire, c'est entre 20 et 25%. Pour le e-commerce, la vente à distance, c'est entre 25 et 45%. Et puis, pour le vending, on n'a pas pu savoir parce que déjà toutes ces informations, c'est le secret, c'est le grand secret de tous ces opérateurs. Tout le monde veut cacher un peu son jeu.
Pour la restauration hors foyer, la marge est entre 45 et 60%. Voilà. Vous trouvez le détail dans l'étude qui peut être téléchargée sur le site de Business France. Tous ces détails, voilà, c'est ce que je viens de dire. Quelques recommandations, oui. Alors, une auto-évaluation critique, auto-réflexion, une condition préalable essentielle. Posez-vous des questions. Alors déjà, faut connaître le marché et posez-vous des questions. Pourquoi cherchez-vous à exporter, etc. Est-ce que vous avez fait vos devoirs sur votre marché intérieur? Quelle est votre approche commerciale, marque de distributeur ou marque de fabrique? Parce qu'il y a des opportunités sous marque de distributeur. Quelle est votre argumentation par rapport aux produits déjà existants? Parce que les rayons sont pleins. Il faut proposer des choses qui fonctionnent. L'acheteur ne veut pas changer comme ça un produit au remplace, parce que si vous trouvez une place, c'est si vous remplacez quelqu'un qui est déjà dans le rayon. Et l'acheteur de la grande distribution ou l'importateur, il veut des solutions qui marchent quelque part. Il veut une garantie. Voilà, proposer une offre attractive, valeur ajoutée, tout ça. Il faut que je regarde l'heure. C'est 30 minutes que j'ai fait. Vous me dites? Oui, tu approches des 30 minutes, mais on a encore du temps, donc tu peux, tu peux continuer. Je pense qu'on va, parce que bon, tout ça, vous le savez, valeur ajoutée, qualité, originalité, prix cible, rapport qualité-prix, packaging éco-responsable. Voilà, ça vient de moins en moins et on voit déjà des solutions possibles. On n'a plus besoin d'un trait ou d'une barquette en plastique. Il y a déjà des solutions, je l'ai vu, vraiment en carton qui est plié d'une telle façon que vous avez même une barquette avec des compartiments. Tout est possible. Après, tout ça, ça reste dans un film plastique pour couvrir vraiment un biscuit, par exemple, forcément. Mais oui, il y a déjà des possibilités. Ça va venir et on en parle de plus en plus. Gagner la confiance des professionnels, consacrer suffisamment de ressources humaines. C'est très souvent un problème. Même les grandes entreprises ou les PME d'une taille déjà pas négligeable, ils emploient une personne pour toute la planète. Alors, c'est difficile. Bon. D'autant plus, la recommandation de passer par un importateur reste vraie parce que vous n'aurez pas le temps de vous occuper, si vous travaillez en direct avec la grande distribution, vous n'aurez pas le temps. C'est pour ça qu'un importateur apporte ses services. C'est comme des employés externes, n'est-ce pas? Alors, se faire une image d'une réputation grâce à une qualité irréprochable de la documentation et des produits, un travail de suivi exemplaire, et puis très important pour les Allemands, la tenue de ces engagements et le respect des délais et échéances. Si vous dites, notre délai de livraison, c'est 15 jours, il faut que ça soit 15 jours. Si vous ne pouvez pas le promettre, ne promettez rien. Mais voilà, il faut être très précis dans ces engagements et les tenir. C'est très important. Consulter, la presse spécialisée, si possible, pour rester informé des évolutions. Il y a quand même des évolutions très légères, mais voilà. Trouver des bons maillons et en restant cohérent avec la taille de son entreprise, sa philosophie et les volumes disponibles. Et puis, rester patient. Ça prend du temps, ça peut prendre 10 ans. Et puis, qui dit temps, dit aussi budget. Il faut avoir un budget. Ça aussi, la même chose pour la Chine, pour
pour tous les pays, je suppose. Il faut avoir un budget marketing pour la phase de lancement, certes, mais aussi ultérieurement, il faut jamais arrêter à faire de la pub. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas arrêter le montre non plus, donc pour gagner du temps. Donc, faut continuer à faire la pub. Et puis, comme je disais déjà tout à l'heure, jouer la carte service plus dans la chaîne de valeur. S'engager à participer à des événements internes, les centrales d'achat, même régionales, ils organisent des mini-salons. Comme par exemple Edeka et Rewe, comme ce sont des coopératives, ils invitent les commerçants indépendants, les coopérants, voilà, pour un mini-marché, pour voir aussi justement les produits qui ne sont pas obligatoires dans le référencement, mais les produits complémentaires. Il faut renforcer l'interactivité en proposant des échanges réguliers avec les clients, des dégustations, des visites de la production, etc. Il faut proposer du contenu de qualité, des fiches techniques, petites histoires et anecdotes, et puis surtout informer sur les innovations. Parfois ça, on l'oublie, ou d'accord, il y a des salons, mais je pense que les partenaires existants sont à privilégier et à informer en premier. Et puis, il faut une réactivité dans la préparation des commandes pour optimiser les délais de livraison et contribuer à l'objectif du zéro stock chez les clients. Alors, ça, c'est notre étude de cas que nous avons fait sur un biscuit sucré et j'ai choisi le cas d'une biscuit au beurre. Bon, un biscuit au beurre en Allemagne, c'est pas la même chose qu'un biscuit au beurre en France. Déjà, le beurre, c'est pas forcément un argument vendeur. Bon, c'est très disputé, hein, mais bon. Vous avez les biscuits au beurre Leibniz avec très très peu de beurre, et puis vous avez un biscuit de beurre breton ou normand, voilà. Alors, l'exemple, c'est un étui de biscuits au beurre, prix moyen pour 100 grammes, environ 1,75 € sur l'échantillon, sur la comparaison, sur le store check que j'ai fait. Une hypothèse haute à gauche, on a mis un prix de départ 1,08 €. Transport par unité de vente 0,07 € ou 7 centimes, 0,7 centimes. Frais publicitaires, bon, ça c'est une case à remplir. Hein. J'ai laissé 0, mais on va vous demander peut-être des frais publicitaires qui sont peut-être... ils appellent ça frais publicitaires, mais c'est quelque part pour couvrir leurs risques s'ils sortent un produit qui marche ou qui est introduit pour mettre le vôtre. C'est des frais de référencement cachés, hein, peut-être. Après, un grossiste qui intervient, 41% à peu près. Après, le détaillant, il en rajoute 61%. La TVA pour les produits alimentaires, c'est 7%. Et donc, vous arrivez à un prix de 2,79 € pour 100 grammes. Et dans la hypothèse basse, et ici, vous pouvez vous faire un tableau comme celui-là et vous pouvez jouer avec les pourcentages. Majoration grossiste, majoration détaillant. Et même si vous enlevez un intermédiaire, les coûts, ils restent si le stock et l'importation ne se fait pas par un grossiste. Ces coûts et cette manipulation, elle doit être faite par quelqu'un. Donc, ces coûts-là, ils seront chez les détaillants. Voilà, mais voilà, j'ai choisi justement les deux étapes, grossiste et importateur grossiste et détaillant, et avec l'hypothèse basse où nous sommes partis de 16 centimes, prix ex-works.
Voilà, après, avec les mêmes coûts, hein, on arrive à 56 centimes par 100 grammes, mais ces produits-là est vendu dans un étui de 200 grammes. Comme ça, et les plus chers, évidemment, ils sont dans des étuis plus petites pour avoir un prix affiché moins cher. Bien que, bon, maintenant, les prix au kilo ou pour 100 grammes sont calculés au rayon, on le voit au rayon, mais bon, c'est pas évident que le consommateur, le samedi où il fait ses courses, a le temps de regarder vraiment le prix au kilo pour les 100 grammes. Donc, important, c'est le prix qui s'affiche par unité de vente. Voilà. Voilà. Merci pour votre attention. Stay sweet. Et si vous avez des questions, je vous écoute.